On peut même produire du miel au cœur de Paris. C'est ce qu'arrive à faire cet apiculteur aux airs de dandy. Plein de bonnes manières, Audric de Campo parle à ses abeilles comme à ses enfants. Bien. Alors les filles, ben ça bosse. Alors là, on a 50 000 petites collaboratrices que j'appelle mes filles. Et ce qui peut rendre assez jalouse ma femme, parce que j'ai aussi des filles à la maison. Audric a eu une idée folle. Installer des ruches sur les toits de la capitale pour fabriquer du miel made in Paris. On entend les voitures, les bus, et puis il y a tout ce petit monde qui s'agite, mais en silence, ou presque. Alors là, c'est magnifique, on est en plein cœur du nid et couvain. C'est l'élevage des bébés, donc là, c'est la nurserie, quoi. Donc c'est ces abeilles-là qui vont naître, qui vont faire le miel dans quelques semaines. C'est un miel de terroir parisien qui a une signature très particulière, parce qu'on va retrouver des notes d'agrumes, des notes de menthol sur le tilleul, et puis toutes ces fleurs qui sont là, lavande, romarin, sarriette, thym, normalement, elles n'ont rien à faire à Paris, elles sont en Provence. Et ben elles sont là. Et ça va participer au mix alimentaire qu'on va retrouver dans le pot, en partie. Donc il a une complexité extraordinaire, ce miel. Chacune de ces ruches urbaines produit quasiment autant de miel qu'à la campagne, environ 50 kilos par an. On va les laisser tranquillement travailler. Cette production, 100% parisienne, est consommée pour l'essentiel dans la capitale. Elle est écoulée dans des épiceries fines, mais aussi juste en dessous, à quelques mètres des ruches, dans cette école de cuisine. Audric est chargé d'éduquer le palais de ses futurs chefs. Alors, c'est très bon. est-ce que ça vous plaît? C'est bien. Le mix en bouche, amertume, douceur de l'autre. C'est ça. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir l'explosion en bouche. Ah, il a une texture, franchement. Ouais, non, c'est beau. Franchement, c'est très très C'est beau. beau, et puis on voit bien la couleur est très très différente du... Le ruban, là, Et là, on va sur quelque chose de très différent en texture, en couleur, en goût et en parfum. Développer la production locale de miel, en ville et ailleurs, c'est le cheval de bataille de ce passionné. Ma recommandation, c'est pas de venir chercher forcément un miel parisien qui fait sur les toits, c'est d'aller chercher votre apiculteur local. Allez voir les apiculteurs locaux. Et là, vous allez goûter des vrais miels. Et extraordinaire. Manger plus de miel made in France, l'enjeu est de taille. C'est un paradoxe français. Nous adorons le miel et en consommons beaucoup, 600 grammes par an et par habitant. Mais voilà, sur 20 ans, la production nationale s'est effondrée. Elle aurait baissé d'environ 60%. Car nous nous sommes mis à importer massivement. Sur la même période, la quantité de miel venu de l'étranger a explosé, plus 400%. Conséquence, ce miel est parfois transporté sur des milliers de kilomètres, avec l'impact écologique que cela implique. Mais en plus, ce miel venu d'ailleurs, parfois à très bon marché, 3 € les 250 grammes, ne serait pas toujours de très bonne qualité. S'ajoute à cela un drame pour notre environnement. Moins de miel français signifie moins d'abeilles. Elles ont pourtant un rôle clé pour la biodiversité. Alors face à cette situation, des entrepreneurs d'un nouveau genre se battent pour le miel made in France. Certains créent des sites de vente directe, d'autres lancent de nouvelles marques 100% tricolores. Bonjour messieurs, dames, venez goûter nos miels. Là-bas, il y a quelqu'un qui va vous faire goûter, c'est le moment, venez. Des initiatives auxquelles s'ajoute le travail d'une armée d'amateurs passionnés qui se mettent à produire eux-mêmes leur miel. Alors, arrive-t-il à relever le défi? Et que vaut ce nouveau miel made in France? Porte de Versailles à Paris. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à la Porte de Paris. Comme chaque année au mois de mai, cet événement attire des centaines de milliers de Français. Ils viennent découvrir de nouveaux équipements ménagers. Gauche, droite, jamais relever la raquette. Mis en avant par des vendeurs connus pour leur bagou. Et là, regardez, en 2 secondes, voilà les Juliettes. Un championnat de France des camelots qui a cette année un compétiteur de taille. Bonjour monsieur. Bonjour. Enchanté. Bonjour madame. Bonjour. Alors c'est un voyage gustatif à travers
les terroirs de France. On ne vend pas du Chanel et du Dior, hein, c'est entre 5 et 7 le pot. Mais pour le visiteur ou la visiteuse de la foire de Paris, nous faisons des assortiments. 2 à votre choix sur la gamme pour 15 ou 3 pour 22. Et si vous êtes encore plus fan de Bleu Blanc Ruche, la boîte signée, comme ça, très joli, le cadeau pour la fête des mères, 27 € le tout, emballé, empaqueté. Mais qu'est-il arrivé à Arnaud Montebourg, l'ancien ministre, pour se retrouver à jouer les battleurs à la foire de Paris? Monsieur, En fait, le champion du Made in France est devenu un ardent défenseur du miel français. aujourd'hui, on vous vend du miel, comme si on pouvait vous vendre du vin. Il y a des vins, des miels. Le tilleul de Bourgogne, la lavande de Provence, la bruyère des Landes. Il a même créé une marque. Fleurs sauvages du Limousin, plateau de 1000 vaches. On commence par l'acacia. Ça, c'est des ruches aux couleurs de la France. Made in France. Origine France garantie. Regardez, je vous ai mis la dose. Hein. Si Arnaud Montebourg s'est lancé sur ce marché, c'est parce qu'il s'est investi d'une mission, sauver le miel français. Il y a 20 ans, on consommait 30 000 tonnes de miel, on en produisait 30 000. Maintenant, on en consomme 45 000, on en produit, selon la police et les organisateurs, entre 9 et 16 000. Donc il y a un effondrement de la production apicole. Et surtout, les Français ont perdu le goût du miel. C'est-à-dire des miels de cru avec les plantes qui parlent. Les abeilles font parler les plantes puisqu'elles les butinent, elles les travaillent, elles se nourrissent des plantes. L'apprenti vendeur Montebourg a décidé de relever ses manches. Voilà, c'est le Made in France. Bonjour monsieur, si vous voulez goûter nos miels, c'est le moment. Car il faut écouler son miel, vendu à un certain prix, en moyenne 7 € le pot de 250 grammes. Je vous en fais 2 pour 15, c'est l'assortiment. Je ne vais pas vous détrousser. Hein. Merci madame. Merci à vous. Et c'est quand même bien de pouvoir développer un peu de la production locale. C'est quand même un peu dommage de faire des kilomètres, de faire venir des produits au-delà des frontières, alors qu'on a des magnifiques choses qui sont dans nos campagnes, dans nos régions. Alors comment l'ancien politique s'y prend-il concrètement pour relancer la production de miel français et repeupler la France en abeilles? En Côte d'Or, à 20 minutes de Dijon, c'est au milieu de ces champs de colza qu'est installé l'un des 2000 apiculteurs professionnels français. Début mai, la récolte n'a pas encore commencé pour Samuel Dubois. Mais le jeune homme de 35 ans doit aller vérifier l'état de ses installations. Donc là, je vais faire une visite de ruche pour contrôler l'essaimage. En fait, au printemps, les colonies ont une tendance à vouloir essaimer. C'est-à-dire que la reine va partir avec une partie des butineuses et des ouvrières. Et du coup, il faut éviter ça. Samuel s'assure que toutes les reines sont bien à l'intérieur de ces ruches. Vous voyez ? Il peut les repérer car il les marque avec ce point rouge. Donc voilà, elle est belle, elle est jolie, elle a un long abdomen. Il y a 4 ans, Samuel, ancien technicien de l'armée de l'air, a décidé de quitter son emploi stable pour devenir apiculteur. Il produit du miel d'acacia ou encore de tilleul. Alors ça, c'est un test que je fais vraiment pour avoir une indication très rapide du taux d'humidité en fait, du miel. Donc voilà, on regarde si le miel file. Il y a encore trop d'humidité aujourd'hui pour récolter. Grâce à ses 250 ruches, réparties dans différents endroits de la région, Samuel produit environ 8 tonnes de miel chaque année. Une activité passion qui lui permet de se verser l'équivalent d'un SMIC chaque mois. Mais après chaque récolte, il serre un peu les dents. Car il a du mal à vendre son miel à un bon prix. Il y a d'abord dans son entrepôt cette petite boutique où il écoule en direct ses pots entre 6 et 8 €, soit en moyenne 14 € le kilo. Mais sa production est beaucoup trop importante pour être entièrement vendue ici. 80% de son miel part chez des grossistes. Et là, le prix descendrait jusqu'à 3 € le kilo. Quand on cherche à vendre notre miel, on est en concurrence finalement avec du miel non français. Et il s'avère qu'à l'heure actuelle, on arrive à le trouver moins cher que le miel français. Donc forcément, on a du mal, nous, à justifier le prix qu'on souhaiterait le vendre auprès de ces entités. Mais voilà, il y a 6 mois, le chevalier du Made in France, Arnaud Montebourg, est venu à son secours. Il lui a fait signer ce contrat qui lui garantit un prix d'achat supérieur, 5 à 15% plus élevé que le prix du marché. D'avoir un acteur qui se positionne correctement sur les prix, c'est rassurant. Voilà. Ça
ça ouvre un peu une perspective d'avenir. Pour l'heure, Samuel s'est engagé à fournir du miel bleu-blanc ruche pendant 3 ans. Mieux payer les apiculteurs français pour qu'ils développent leur activité, c'est le pari d'Arnaud Montebourg. Mais attention, il attend des contreparties à ce cadeau. Bonjour les naïcs, c'est Arnaud, au téléphone, Montebourg. C'est à Dijon qu'Arnaud Montebourg a installé les bureaux de sa marque. C'est l'acacia chez vous, là, en ce moment? Oui, ben là, on est... Au bout du fil, ce matin-là, un apiculteur des Landes. Dans le Sauternais, dans les lignes du Sauternais. Alors, la bourdaine, comme tu sais, nous, on veut en acheter cette année. D'accord, ok. Donc, quand est-ce qu'il faut qu'on se mette d'accord? Fin août, début septembre, si c'est possible. Bah, d'accord. Ça va avec vous. D'accord, d'accord. Salut, Allez, amitié, ciao. au revoir. Arnaud Montebourg s'est lancé dans cette aventure il y a moins d'1 an, grâce à l'argent d'investisseurs privés et à des précommandes en ligne de particuliers. L'ancien ministre a également mis au pot. Il a déjà convaincu 45 apiculteurs de lui vendre leur miel. Mais il ne couvre pas encore tout le territoire, loin de là. On en parlait tout à l'heure, il faudrait qu'on arrive à trouver des apiculteurs en Bretagne qui auraient envie de travailler avec nous et dans les Savoies, parce qu'on a assez peu d'apiculteurs. Bah, moi, j'ai 3 trous, là. J'ai ça, c'est l'Occitanie, la Bretagne et la Savoie. Là, on a des miels de montagne. Là, la Bretagne, les gens nous demandent, parce que les Bretons, ils mangent du miel breton. Donc, il faut quand même qu'on leur fasse du bleu blanc ruche Bretagne. Grâce à sa notoriété et au prix d'achat qu'il propose, il reçoit un certain nombre de candidatures spontanées. Bah, par exemple, j'ai oublié, mais il me faut un Corse. Et on a un en Haute-Corse, justement. Il faut un Corse. Ouais. On me demande du miel de Corse. C'est normal, hein. Ils font des super miel. Par ailleurs en France. Avant de leur acheter leur miel, il s'assure de sa qualité en l'analysant. Il préfère des miels bien spécifiques appelés miel de cru, acacia, calune ou encore bruyère. Mais surtout, il demande aux apiculteurs de s'engager à augmenter le nombre de colonies, c'est-à-dire de ruches, car il y a urgence. Il manque 13 millions de ruches en Europe. Et en France, donc, ça nous fait, par projection, entre 500 et 800 000 manquantes. C'est énorme. C'est énorme. Vous aviez, dans les villages, il y a 30 ou 40 ans, vous aviez des ruches partout, plus que des habitants. Eh bien, aujourd'hui, vous avez plus d'habitants et plus de ruches. Voilà. Et donc, c'est ça le sujet. Alors, cela fonctionne-t-il? À 20 km de Dijon, Samuel, notre apiculteur, a joué le jeu. Il a utilisé, comme prévu, le surplus d'argent encaissé grâce à Arnaud Montebourg. Ça m'a permis d'augmenter mon cheptel cette année, d'avoir une vingtaine de ruches supplémentaires en production. C'est l'engagement que j'avais pris auprès de Bleu Blanc Ruche et que j'ai honoré. Voilà. Au total, depuis sa création il y a 1 an, la marque a permis de donner naissance à près de 3000 ruches. C'est encourageant, mais une goutte d'eau au regard des besoins qui seraient donc de 800 000 ruches en France. Pour que le système Montebourg fonctionne, il va falloir que les consommateurs suivent. Et ce n'est pas gagné. Le miel du spécialiste du Made in France est vendu sur Internet, mais aussi en supermarché, comme ici à Paris. Alors les clients comprennent-ils la démarche? Made in France, miel de repeuplement. Eh ben, j'imagine que c'est pour repeupler les ruches qui sont désertées. Bah, ça a l'air intéressant, hein. Intéressant, mais avec des prix compris entre 5 et 9 euros le pot de 250 grammes, c'est l'un des miels les plus chers du marché. Alors sont-ils prêts à en acheter? Le prix il est un peu cher, hein. 9,60. Ouais. Ça vaut 7,40. Il y a 250 ml. Et le volume, alors plus, ouais, il est plus petit. Hein. Ouais. Donc c'est cher. Malgré tout, depuis 1 an, la marque d'Arnaud Montebourg a fait 220 000 euros de chiffre d'affaires. De son point de vue, c'est prometteur. En attendant, dans cette bataille pour relancer la production du miel Made in France, une armée d'amateurs est en train de se mettre en marche. En Provence, à Bolène, une livraison très sensible est en cours ce matin. Ça n'a l'air de rien, mais ce camion transporte plus de 8 millions d'abeilles. Alors combien d'essais ce matin? 405. 400 essais, parfait.
Bon, on va décharger tout ça. Là. Dans chacun de ces cartons, appelés ruchettes, se trouve un essaim, c'est-à-dire une reine et sa colonie d'abeilles, destinée à être transférée dans une ruche. Mais ces essaims n'ont pas été achetés par des professionnels. Les clients du jour, une centaine d'amateurs. Ils font l'acquisition d'un ou plusieurs essaims pour la première fois, 150 € l'unité. Parmi eux, il y a Philippe et Françoise, un couple de retraités venus spécialement d'Annecy. Là, pour pas que ça bouge. Oui, on n'a pas trop. Bonjour. Mais aussi Alain, qui consomme du miel tous les jours et aimerait ne plus avoir à en acheter. Ah ben moi, c'est tout neuf. Tout neuf, premier essaim. Premier essaim. Impeccable. Ou encore Mathieu, un jeune homme du coin. Il a prévu d'installer sa ruche au fond de son jardin. Je pense que c'est le petit côté environnemental qui me plaît. Donc, je participe indirectement en faisant une petite ruche chez moi. Comme ça, j'aurai mon propre miel à la maison. C'est un phénomène. De plus en plus de Français, ruraux ou citadins, se lancent dans cette grande aventure, l'apiculture. Il serait aujourd'hui plus de 70 000. Une lame de fond sur laquelle surfe cette entreprise. C'est un prototype qui a été développé pour limiter l'impact des frelons asiatiques sur le rucher. Ça permet aux abeilles, aux boutineuses de rentrer rapidement à l'abri dans ce tunnel d'accès. Donc c'est très très simple d'utilisation. Ouais, ok, bonne idée. Bon, très bien. À 36 ans, Pierre Ikovic est à la tête du leader européen de la vente de matériel apicole. ICO a été créé par son grand-père en 1947. Pendant longtemps, ils n'ont vendu qu'aux professionnels. Mais depuis quelque temps, plus d'un client sur deux en magasin est un amateur. Alors dans les rayons, ils se sont adaptés. Il y a tout ce qu'il faut pour produire son miel soi-même. Des gants, des combinaisons pour se protéger des abeilles vendues entre 60 et 180 €, des outils, des panneaux de signalisation, mais aussi des pots, des couvercles, des étiquettes et bien sûr, des ruches. Comme celle-ci, à fabriquer en un clin d'œil. Ça, c'est vraiment un produit dédié à l'amateur. Voilà. On a voulu faire un produit un petit peu sur le principe d'IKEA, c'est-à-dire pousser un petit peu si vous voulez, l'expérience familiale d'aller monter sa ruche avec ses enfants, etc. en famille, en tout cas le week-end. Vendu 69 €, ce best-seller se monte en 40 minutes à l'aide d'un simple tournevis. Ne manque que les seins pour la faire fonctionner. C'est rouge. Et on peut faire du miel avec ça? Bien sûr, avec ça, vous pouvez faire du miel, jusqu'à 20-30 kilos par ruche. Signe que l'apiculture se démocratise et se pratique désormais de plus en plus en famille. Ces combinaisons pour enfants. Et c'est pour ça qu'on a la combinaison qui ressemble parfaitement à celle de l'adulte, mais aussi la combinaison en vert, la combinaison en rose. Ça a été fait en tout cas pour plaire à cette nouvelle clientèle un petit peu non avisée, apicole. Elle coûte une 60aine d'euros. Au total, un apiculteur amateur devra débourser environ 1 000 € à ses débuts. Mais pour se lancer et récolter son propre miel, il ne suffit pas d'acheter du bon matériel. Encore faut-il savoir s'en servir. Le patron de l'entreprise a donc eu l'idée d'organiser des stages réservés aux débutants. Pour 200 €, ils peuvent ainsi se former en 48 heures aux rudiments de l'apiculture. Et il faut commencer par apprendre à se protéger. C'est l'étape peut-être pas essentielle, mais cruciale, en tout cas, si on ne veut pas rentrer à la maison avec, Voire vital. avec quelques piqûres. Parmi eux, Olivier, un patron de PME de 52 ans. Là, il y a un trou. C'est sa famille qui lui a offert tout le matériel pour pratiquer l'apiculture. Un vieux rêve d'enfant, mais il n'emmène pas large. On m'a dit que plus on est zen, mieux ça se passe. Donc on a décidé d'être zen. Être piqué par des abeilles, c'est la grande crainte des apprentis apiculteurs. Pourtant, les accidents mortels sont extrêmement rares.
pour le jauner. Au cours de cette première journée, Olivier va apprendre quelques gestes élémentaires. En premier lieu, se servir d'un enfumoir qui imite la fumée d'un incendie. D'abord, j'en fume un peu. On en fume quand même, voilà, un petit peu. On fume un peu l'entrée, on fume un peu le clou. Pas plus que ça? Au contact de cette fumée, les abeilles prennent peur et se réfugient au fond de la ruche. L'apiculteur peut alors travailler plus facilement. Voilà, on fume dessus, j'enlève la hausse, je la mets à côté. Reste encore à vérifier l'état de chaque cadre de la ruche. Là, il devrait y avoir moins de ponte et Donc là, je peux maintenant le prendre, le le tirer tout doucement droit pour pas que ça se frotte. Exactement. Pour pas blesser les abeilles. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà, et là, une fois que vous l'avez, on le prend sur les côtés, c'est plus facile pour manipuler, voilà. Ok, j'essaye. Tout en ayant toujours un œil sur la colonie. Hein. D'accord. Voilà. Là, vous voyez que tout va bien donc pour ça l'instant. va. Et si jamais ça devait monter, un petit coup d'enfumoir. Un petit coup d'enfumoir. Voilà. Il faut jamais perdre de vue la colonie. Hein. À la fin de la journée, Pierre apporte à ses élèves de quoi les motiver. Le produit de leur travail dans quelques temps. Du miel maison. Voilà. Je continue le travail. Hein. Et après les fruitiers, s'ils ne sont pas traités, ils sont dans le sens. Bon, hein. C'est du miel de quoi? Toute fleur ça? Ça c'est tout. Ouais, une petite fleur. J'en reprends, je craque. Au bout de ces 2 jours de formation, c'est le moment tant attendu pour Olivier. De retour chez lui, près d'Aix-en-Provence, il est enfin prêt à installer ses ruches au fond de son jardin. Viens voir les sables. Sa femme Laurence et sa petite dernière Sixtine Donc là, on a 25 000 abeilles. Viens voir Sixtine. Viens voir Sixtine. sont là pour l'accueillir. Donc là, donc il y a 25 000 abeilles. C'est gentil. Incroyable, c'est impressionnant. Bien fermé. Olivier, l'apprenti apiculteur, prend son temps. Il applique un à un les conseils appris lors de son stage. On va quand même mettre un petit coup d'enfumoir pour les faire descendre. On enlève tout doucement bien droit. Alors ce qui est génial, c'est qu'ils sont déjà bien pleins. Tout doucement. Et d'une. Et là, ce soir, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, on va revenir et elles seront toutes rentrées. Aujourd'hui, on a le sentiment d'aider un peu, à notre niveau, aider un peu la planète par le biais de ces ruches. La pollinisation, on sait qu'elle sera de qualité, d'une part, et puis également, le miel, forcément, sera de qualité également. D'ici cet été, ces abeilles devraient fournir du miel gratuit pour toute la famille. Il n'y aura qu'une récolte cette année. Il y aura 10 à 15 kilos de miel par ruche. D'accord. Donc sur 2 Il va ruches. falloir prévoir des pots vides. Maintenant, il va falloir qu'on prévoie des pots vides. Tout va bien. À leur échelle, ces 70 000 amateurs relancent la production de miel en France. Leurs rangs devront encore grossir pour réussir à créer les centaines de milliers de ruches qui manquent encore sur notre territoire. Manger local, c'est aussi devenu maintenant la préoccupation pour les grands chefs étoilés. La gastronomie éthique s'invite désormais dans les restaurants les plus prestigieux de la planète, et notamment chez nous en France. Les sauces, les poissons, les légumes, la viande, tout est garanti 100% local à la carte et en cuisine évidemment. Alors quels sont les secrets de ces maestros des fourneaux écolos quand les grands chefs se la jouent responsables et éthiques? C'est une enquête signée Léonie Baird. C'est une belle bâtisse qui abrite l'une des meilleures tables de France. Un restaurant étoilé qui surplombe le lac d'Annecy est dirigé par un chef atypique. Bonjour Manu. Ça va Laurent? Ouais. Il va faire beau donc ça va. Laurent Petit ne jure que par sa région et ses richesses. Pour s'approvisionner, il ne fait pas appel à des grossistes. Ce grand chef se sert directement dans le lac, situé à 2 km de son établissement. Une sortie qu'il vit toujours intensément. C'est magique. Vous vous rendez compte, là, la montagne qui vous prend, là, le relief, là. Et ouais, d'un seul coup, on a l'impression de reprendre les espaces, quoi. Et tout simplement de revivre, quoi. Dans les filets d'Emmanuel Clerc, l'un des pêcheurs qui travaille pour lui,
Des poissons qu'il cuisinera le jour même. On va passer aux choses sérieuses. Waouh, elle est belle. C'est beau. Ses poissons fétiches, le brochet, la perche ou encore ses ferrats. Des espèces sauvages en apparence ordinaire. Il y en a qui m'ont dit, mais tu vas pas nous faire rêver là. Ouais. Eh ben si, on va vous faire rêver. Parce que notre produit, il est juste magique. C'est une telle délicatesse, une telle finesse de structure de chair, juste incroyable. Faire rêver avec des produits simples et à portée de main. Un pari osé qui a pourtant valu à Laurent Petit d'obtenir une 3e étoile au guide Michelin en janvier dernier. En décidant de se fournir uniquement dans un rayon de 100 km, ce chef incarne une nouvelle tendance qui dépoussière la traditionnelle gastronomie française. Cuisiner uniquement des produits locaux et de saison. Fini la course frénétique pour dénicher des produits rares et d'exception qui viennent parfois du bout du monde. Une cuisine plus éthique et responsable s'est invitée à la table de certains grands chefs. Des maestros des fourneaux qui ont décidé d'aller au-delà de la traditionnelle cuisine de marché en privilégiant le local et le bio. Chou-fleur, tuiles de lait bio, tartare de roquettes du jardin. Mais pour eux, ce n'est pas seulement une affaire de goût. Leur cuisine viserait aussi à réduire l'impact carbone et le gaspillage alimentaire. On a réalisé une soupe de poisson, tapé ça avec les arêtes de rouget barbet. Qui sont ces cuisiniers de haut vol qui s'engagent pour la planète? Comment réussissent-ils à séduire une clientèle exigeante avec des produits simples? Que vaut vraiment leur carte 100% locale? Nous nous sommes invités dans les cuisines de ces grands chefs, pour qui la défense de l'environnement se joue aussi dans les assiettes. Retour à Annecy. C'est dans cet écrin de verdure que Laurent Petit s'est installé il y a 26 ans. Un relais château 5 étoiles, qui vit au rythme d'une cuisine de saison. Pour élaborer ses plats haut de gamme, le chef et sa brigade ne s'approvisionnent que dans un périmètre restreint. Choux verts, asperges, champignons proviennent uniquement des Alpes. Et puisque la région du lac d'Annecy n'est pas une terre d'élevage, pas de viande à la carte, seulement du poisson d'eau douce comme ces fameux ferrats pêchés le matin même. Voilà, raide comme la justice, l'œil vif, vous voyez, l'œil bombé, vif. Voilà, ça pardonne pas. Regardez, ce rouge carmin. On est loin du produit de luxe. Le problème, c'est qu'on ne sait plus ce que c'est, nous, un produit de luxe. Et qu'est-ce qu'un produit de luxe? Qui peut dire aujourd'hui qu'un homard est meilleur qu'une écrevisse ou qu'un bar est meilleur qu'une ferrande? Qui peut dire? Personne. Voilà. La vraie noblesse, c'est la fraîcheur. La vraie noblesse, c'est la proximité. Le déclic, Laurent Petit l'a en 2015. Alors que son hôtel-restaurant qu'il possède avec sa femme Martine est déjà doublement étoilé, il ressent le besoin de faire table rase de son passé culinaire. J'ai dit un samedi soir, je crois, à Martine, il faut qu'on donne du sens à tout ça, ça n'a plus de sens. C'est trop généraliste, c'est trop global. Et il faut passer à autre chose, il faut réellement qu'on épouse ce territoire. À l'époque, il fait une cuisine traditionnelle qui l'oblige à faire venir des produits de la France entière. Aujourd'hui, exit les huîtres et le caviar d'Aquitaine, ou encore le homard de Bretagne. Jamais, au grand jamais, j'aurais pu imaginer que ça allait me délivrer à ce point-là, me rendre si heureux, simplifier ma cuisine. Ça lui a apporté une certaine sérénité et plus d'envie d'aller vraiment voir nos producteurs autour de chez nous. Vraiment plus à l'aise devant le client, voilà, avec le propos culinaire. Et aussi plus à l'aise pour retranscrire devant le client. Pour aller au bout de sa démarche, il a même créé un jardin potager dans l'enceinte de son relais château. Juste avant le coup de feu, Maxime, un de ses commis, vient accueillir aromates, petites plantes et fleurs de saison. On va aller voir le chiseau, tiens, on va aller prendre du chiseau. Un moyen pour le chef étoilé d'impliquer ses équipes et de les préparer à ce qu'il estime être la gastronomie de demain.
On apprend à voir grandir la plante, on voit grandir l'ensemble des fleurs, on voit la saison à laquelle ça pousse aussi. On voit vraiment les choses avancer au fur et à mesure. Et après la cuisine, on va derrière nous s'adapter à ce qui se passe ici. Donc les 10 passent à table, les crevisses froides, les crevisses chaudes, tarte aux choux, brochet. Et en cuisine, le végétal est omniprésent. Sa 3e étoile au guide Michelin, Laurent Petit la doit d'ailleurs à son art de le sublimer. Comme avec son envolée de champignons de Savoie. Un de ses plats signature qu'il a mis près de 3 ans à imaginer. On a le crémeux de champignons sur la base, là, qui va apporter toute l'onctuosité, voilà. Après cette onctuosité, on va lui apporter une gelée de champignons qui a été prise à une certaine densité, pas trop forte, et hachée à une certaine densité aussi. Donc ça va apporter de la complexité au crémeux. Okay. Après, on a un champignon rôti qui va apporter de la mâche, du croquant, quoi. Au total, ce plat nécessite pas moins de 10 heures de travail. Car toute la difficulté, c'est de transcender un produit local qui peut paraître banal comparé au caviar au goût unique, mais qui, lui, a fait plusieurs centaines de kilomètres pour atterrir dans l'assiette. Les clients ne sont pas à la quête du foie gras, du homard et du caviar. C'est pas vrai. C'est plus vrai, en tous les cas. Il propose un menu à partir de 128 €. Ce n'est pas donné, mais dans le monde de la haute gastronomie où les prix peuvent grimper jusqu'à 500 €, cela reste raisonnable. Mais pour espérer venir manger le week-end, il faut compter 6 mois d'attente. Le local version 3 étoiles ferait donc recette. Je ne pensais pas qu'à tel point les gens allaient cautionner. Et finalement, c'est là où je pense que c'est nous, les cuisiniers, qui nous mettons des autogols à penser qu'il faut construire nos menus, toute notre carrière, avec ses références, avec ses repères dits de luxe. Favoriser les circuits courts, les produits de saison. Cette génération de chefs prend conscience qu'il faut s'adapter à cette nouvelle tendance. Allez, profitez bien. Merci. Dans le nord de la France, un homme en a même fait sa force. Près de Lille, le chef Nicolas Pourcheresse, 47 ans, passe le plus clair de son temps dans ses champs. La première chose qu'il fait en arrivant sur place, c'est donner les déchets alimentaires de son restaurant à ses 2 cochons laineux. On a Louis ici et on a 16 ici. Voilà, Louis et 16, ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont passer la guillotine. C'est le cycle normal de la vie. Oh là là, les chatouilles. Cheveux longs, tatouages apparents. Allez. Nicolas Pourcheresse détonne dans le monde très feutré de la gastronomie. Il est même l'un des chefs cuisiniers les plus en vue du moment. Un chef écolo tendance hipster, dont la marque de fabrique est de cultiver lui-même 80% des produits qu'il cuisine, sur ce terrain de plus d'1 hectare. Ah ouais, elle est belle là. Elle est très très belle la roquette. Parce que là, quand je cueille, c'est ça m'inspire. C'est un bruit qui parle. Des radis, des pommes de terre, des ails. Ah, les petits navets. Avec l'aide de Jonas, un maraîcher embauché à temps plein, il réussit l'exploit de produire une 50aine de variétés de fruits, de légumes et d'aromates. Il a même pensé à recréer un écosystème naturel, avec une mare pour l'irrigation et des nichoirs pour les oiseaux. Un système ingénieux qui lui permet de ne pas utiliser de produits chimiques et de pesticides. La cabane du haut, elle est colonisée par des petites mésanges qui, elles, vont te manger, vont te réguler tes petits papillons. Donc qu'est-ce que tu fais? Au milieu de ton jardin, tu y crées de la vie. Et créer de la vie, c'est bon pour tout, hein. C'est notamment bon pour l'être humain. Pourtant, Nicolas Pourcheresse n'a pas toujours eu cette fibre écolo. Pendant longtemps, ce surdoué de la cuisine a vécu à 100 à l'heure, sans forcément se soucier de l'environnement. Formé par les plus grands comme Alain Passard, plus jeune chef étoilé de France à 29 ans, cette réussite fulgurante lui monte vite à la tête. Moi, je pense que j'étais vraiment pas préparé, vraiment pas. Et ça m'a, je suis vraiment devenu, je pense que je suis devenu un peu con. Ouais. En 2010, il décide de tout plaquer pour faire un tour du monde pendant 2 ans. Une longue parenthèse qui révèle chez lui une conscience écologique.
qui se ressent aujourd'hui jusque dans la cuisine de son restaurant très prisé, situé dans le Vieux-Lille. Et là encore, le Quadra s'amuse à casser les codes, quitte parfois à en faire un peu trop. En guise de menu, juste une prose écrite sur des carnets. La plantation des pommes de terre, 6 variétés de douce chair, cuisine de cueillette abondante, de fleurs sauvages. Le végétal fait la part belle à la mer de moins en moins fertile. De la délicatesse, 3 petits points, la vie est belle. Nicolas Pourcheresse improvise chaque jour en fonction de ce que lui offre la nature, son champ en l'occurrence. Ça, ces petites scaroles du jardin, là, on les sécelle et on les... Cuisiner local serait-il pour lui une contrainte? En fait, ce qu'il cultive ne lui permet pas de proposer une carte abondante. C'est pour cela que dans son restaurant, il n'a que 6 tables, soit une douzaine de clients. Eh bien, choisissez votre table, parce qu'ici, moi, je ne suis pas responsable de vos voisins. Ici, là, vous aimez bien l'entrée? Là, là. Des clients qu'il compte malgré tout surprendre avec une cuisine locale hors norme. Ça va, messieurs, dames? Vous allez bien? Ce soir-là, assisté de Lorraine, sa collaboratrice, c'est sur ce petit barbecue qu'il cuit presque l'intégralité de ses plats, y compris les légumes. Allez, vous commencez avec un peu de grignotage. Chou-fleur, tuile de lait bio, sorbet à l'asperge, petite asperge balai de Cobrieux, tartare de roquette du jardin, chou-fleur mi-cuit, béarnaise à l'encre de sèche, pour grignoter. Dans les assiettes, pas de chichi. Les produits sont presque à l'état brut. Comme cette entrée composée d'œufs bio, de batavia cuite au feu de bois et d'une compotée de rhubarbe de son jardin. Une cuisine, comment dire, minimaliste. C'est de la cuisine d'instinct, je dirais. C'est des choses, elles arrivent comme ça. C'est pas programmé, c'est pas réfléchi, c'est spontané. Au total, les clients dégusteront 8 plats. Des végétaux, bien sûr, mais aussi du poisson, comme ce ventre de Saint-Pierre pêché à Boulogne-sur-Mer, ou encore ce pigeonneau de Steenvoorde, une ville de la banlieue lilloise. Le tout pour 80 € tout de même. Mais les clients semblent avoir découvert une autre façon de cuisiner avec des produits basiques et du coin. On découvre aussi, pour le coup, le coût du safran. Je ne pensais pas du tout qu'il y avait un producteur de safran sur l'île. Enfin, c'est intéressant aussi pour nous, Lillois, de savoir qu'il y a des producteurs locaux et que si demain on a envie de s'approvisionner pas très loin, sur des choses où on pense que ça vient du bout du monde, pas toujours. Au-delà des ingrédients qui sont vraiment locaux, je trouve qu'il y a énormément de techniques en fait, qui transcendent justement tout ce terroir. Donc il y a un gros travail de cuisine en fait, même si ça paraît assez simple. Comme Nicolas Pourcheresse, les chefs seraient nombreux à s'engager pour modifier notre façon de manger, y compris dans les villes saturées, comme Paris. Chaque matin, François Pasteau vient prêcher la bonne parole sur une grande radio nationale. Le plat du jour, comme tous les matins, à cette heure-ci, avec votre chef Pasteau, François de son prénom, qui s'occupe... En quelques années, ce Parisien est devenu le fer de lance des chefs éco-responsables et anti-gaspillage alimentaire. Ce matin, on va donc déguster des brocolis avec vous, François. Il a été remis au goût du jour au début des années 80. Et la Bretagne, ça vous allez être content, Julien, fournit aujourd'hui plus de la moitié de la production nationale. Seulement. Vous, le chef anti-gaspi, je suis sûre que vous avez une petite recette rapide pour les queues de brocolis. Vous pouvez les mettre à cuire avec un peu de lait, un peu de crème et même un petit peu de lait de coco si vous voulez pour réaliser un fameux velouté, chaud ou froid. Nous, en tant que cuisiniers, on a un rôle, un devoir, une responsabilité à jouer par rapport à nos clients, par rapport aux consommateurs, de leur expliquer que très simplement, chez eux, quotidiennement, ils pouvaient agir pour le climat, ils pouvaient agir pour la planète. Cela fait 25 ans que ce chef milite pour une cuisine plus éthique. Dans son établissement, un bistrot chic en plein cœur de Paris, l'homme affiche clairement son combat pour le climat. Allez. Car pour lui, il y a urgence. Agriculture, transport des produits, recyclage... 30% des gaz à effet de serre proviendraient de nos assiettes. Alors dans sa cuisine, il ne se contente pas seulement d'utiliser des produits issus des circuits courts. Les légumes, par exemple,
François Pasteau les travaille dans leur intégralité. Les fans et les pelures deviennent des chips. Même chose pour les poissons, où rien ne part à la poubelle. Ici, avec moi, c'est lui qui a réalisé une soupe de poisson. Alors, c'est de l'anti-gaspi pur, hein, parce que c'est tapé ça avec les arêtes de rouge et marmet. Et avec ça, ben, on va faire une entrée avec. Voilà. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Avec à l'arrivée une cuisine vertueuse et rentable. On a tout récupéré de A à Z. Ce qui est important, ce qui permet en fait d'acheter des produits et de les payer au juste prix, c'est-à-dire les payer peut-être un tout petit peu plus cher que des produits de moins bonne qualité, mais comme on utilise tout du produit, in fine, ça va me coûter aussi cher qu'un produit de moins médiocre qualité, voire je vais faire des économies. François Pasteau n'agit pas que dans l'assiette. Il est également devenu le roi du tri. Et au nom de l'écologie, il est prêt à mettre le prix. Pour mon établissement, ce n'est pas obligatoire. Donc, effectivement, c'est l'alimentaire. Donc, on jette dans des sacs biodégradables tout ce qui peut être recyclé, en fait, hein, pour en faire soit du compost, soit être méthanisé. Donc, pour moi, cette poubelle a un coût. Ça représente environ 400 € par mois que je paye à une société pour faire du bien à la planète, entre guillemets, c'est un peu ça. Pour vous donner une idée, je paye 250 € par an à la mairie de Paris pour qu'elle vienne me chercher la poubelle tout venant. Et il ne s'arrête pas là. Régulièrement, l'homme fait d'étranges virées en scooter électrique dans la capitale. Direction des endroits improbables pour un grand chef, comme ce parking souterrain situé porte de la Chapelle dans le nord de Paris. Bonjour. Bon, merci, je suis ravi de vous rencontrer. C'est au 3e sous-sol de cet immeuble d'habitation que Théo Champagnat, 29 ans, a installé sa ferme urbaine, un lieu unique. Bienvenue dans l'endivrerie. Ça pousse dans le noir, donc c'est bien de sortir les petites lampes torches. Une endivrerie dans laquelle sont produites chaque semaine près de 3 tonnes d'endives biologiques. Mon endive, elle puise toute son énergie de ce qui est contenu dans la racine. Je n'apporte aucun engrais, donc j'ai beaucoup moins de rendement que quelqu'un en conventionnel, mais ça me permet d'être certifié bio et ça me permet de beaucoup mieux valoriser ma production. Des endives qu'il vend entre 3 et 5 € le kilo. C'est 2 fois plus cher que celles que l'on trouve en grande surface. Mais selon François Pasteau, c'est le prix juste pour avoir des produits de qualité dans nos assiettes. Vous allez avoir des fruits, des légumes qui ne vont pas avoir subi des chocs thermiques dans les camions frigorifiques, qui ne vont pas avoir pollué notre planète parce qu'ils ont parcouru 500, 800, 1000, voire 2000 km s'ils viennent d'autres coins d'Europe ou du monde même. Donc ça, c'est important. Et les légumes n'en seront que meilleurs pour notre santé et ça n'en sera que meilleur pour la planète. Dans cette exploitation de 3500 mètres carrés, le jeune homme cultive aussi des micro-pousses. Là, c'est la zone où on fait pousser les micro-pousses. Ces petits végétaux qui assaisonnent souvent les assiettes des grands chefs. Il y a aussi des champignons, sortis de ces ballots de paille. Une agriculture nouvelle qui a germé il y a plus de 2 ans dans la tête de Théo Champagnat. Ça prend combien de temps alors Les changements d'usage aujourd'hui font qu'on a des énormes surfaces en souterrain qui sont abandonnées, notamment les parkings, parce que les villes se vident de leurs voitures. Il y a des solutions comme l'autopartage qui sont très bien, les transports en commun, ça marche très bien. Donc les gens ont moins besoin de voitures et on se retrouve avec ces surfaces. C'est pas anecdotique, c'est plusieurs millions de mètres carrés qui sont disponibles. Et donc on s'est dit, l'un plus l'autre, agriculture urbaine plus souterrain, ça peut fonctionner. Mais dans une ville polluée comme Paris, est-il possible de produire des légumes sainement dans un parking souterrain? On a fait toute une série de tests en laboratoire, donc les endives, les champignons, les micro-pousses, on les a fait analyser pour bien être sûr qu'il n'y avait pas de résidus de métaux lourds ou autres résidus. Donc tous les 8 mois environ, on fait un test pour être sûr, et ça a toujours été négatif. Potager sur les toits, murs végétalisés. L'agriculture urbaine s'enracine tout doucement dans les grandes villes françaises. Comme ici à Paris, au sommet de l'Opéra Bastille. Effet de mode ou réelle prise de conscience écologique,
Le local en tout cas occupe désormais une place de choix dans nos assiettes. Voilà pour cette enquête et cette émission consacrée aux pionniers du manger sain et surtout du manger local. Merci de votre fidélité. À très vite sur France 2 bien sûr et d'ici là, restez curieux. Ciao.